Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une leçon consacrée aux intégrales généralisées. Alors évidemment, on a déjà vu le chapitre sur l'intégrale de Riemann. Notion de fonction localement intégrale, on est avec un intervalle I de R, une fonction f de I sur l'espace vectoriel normé complet E. On dit que f est localement intégrable si la restriction de f à tout intervalle UV fermé, donc un segment de I, est intégrable. Si I est l'intervalle semi-ouvert qu'on a comme ça, et si f est localement intégrable sur I, on dit que l'intégrale de f sur I est convergente sur I si limite quand x tend vers b de l'intégrale somme de ax de f de t dt existe et qu'elle est réelle. Si elle existe, on l'appelle l'intégrale généralisée de f sur I et on la note somme de a à b de f de t dt. Sinon, on dit que l'intégrale somme de a à b de f de t dt est divergente. Elle n'a pas de limite ou elle a une limite infinie. Alors, je peux déjà dire la remarque, si on a ça et que f est localement intégrable sur AB, dire que cette intégrale converge, ça équivaut à dire que quel que soit epsilon positif, il existe U, A inférieur à U inférieur à B, tel que U inférieur à X inférieur à B implique ça. Et si B est égal à plus l'infini, presque la même chose, c'est-à-dire que quel que soit epsilon positif, il existe A positif supérieur à A, tel que X supérieur à A implique ça. Voilà. Exemple, alors je ne sais plus si je l'ai dit, on définit de même l'intégrale généralisée de f sur un intervalle comme ça, par somme de a à b de f de x dt égale limite quand x tend vers a de somme de x à b de f de t dt. Alors un exemple avec exponentielle de moins x sur R, somme de 0 à x de f de t dt est égale à 1 moins exponentielle moins x tend vers 1 quand x tend vers plus l'infini. Donc cette intégrale-là est convergente et égale à 1. F1 de AB ouvert vers E, on dit que l'intégrale de f sur I est convergente, l'intégrale généralisée de f est convergente, s'il existe C appartenant à AB ouvert, tel que les intégrales généralisées de f existent sur AC fermé et CD, voilà, comme ça. Sauf que c'est CB ici. Voilà. Alors, somme de A à B de f de t dt plus somme de B à C de f de t dt ne dépendent pas de C. On note ce réel, somme de A à B de f de t dt, intégrale généralisée de f sur AB, alors AB ouvert ici. Alors, sur AB ouvert, oui. Démonstration. Bah, on suppose que C est entre A et B, que ces deux intégrales généralisées existent, c'est-à-dire que les limites de somme de A à X quand X tend vers C et de X à B quand X tend vers C existent, soit D appartenant à AB ouvert et X appartenant à AB ouvert. On va dire que somme de X à D est égale à somme de x à c plus somme de c à d. Et ça nous donne que la limite quand x tend vers a de somme de x à d de f de t dt va exister parce que la limite quand x tend vers a de somme de x à c de f de t dt existe par hypothèse. Donc, elle va exister et elle sera égale à cette limite plus, évidemment, somme de c à d de f de t dt, qui lui est un nombre réel, la fonction étant parfaitement définie entre c et d. Et de même, somme de d à x de f de t dt, ça va être somme de d à c de f de t dt, plus somme de c à x de f de t dt. Donc la limite quand x tend vers b, de somme de d à x de f de t dt, elle va exister parce que celle-là existe.
celle-là existe, pardon. Et donc elle va être égale à somme de DAC de f de t dt, plus cette limite-là, c'est-à-dire somme de CAB de f de t dt. Et de plus, on va avoir somme de AD de f de t dt, c'est-à-dire ça c'est une limite, hein, plus somme de DAB de f de t dt, ça c'est une limite aussi. Celle-là, je dis que c'est ça, et celle-là, je dis que c'est ça. D'accord? En fait, c'est l'inverse. C'est ça. Non, c'est bien. C'est ça, et puis c'est ça. C'est bon. Ces deux-là se suppriment, hein, et donc il va rester ça et ça. Et donc ça prouve bien que cette somme ne dépend pas de C. Remarque, ça a déjà été fait. Extension, si f est définie sur AC, mais pas en B, et qu'elle est localement intégrable sur AC et CB, eh bien on va dire que f admet une intégrale généralisée sur AB. Si f a une intégrale généralisée sur AB comme ça, et sur BC comme ça. On pose alors somme de AAC de f de t dt égale la somme des deux. Et on peut faire la même chose en remplaçant cet intervalle par celui-là, celui-là, celui-là. Par récurrence sur n supérieur ou égal à 1, avec ça, une subdivision de AC, et si f de A est défini sur AC privé de ces points-là, est localement intégrable sur AB1, B1, B2, B2, B3, etc. jusqu'à BNC, on dira que f a une intégrale généralisée sur AC, si f a une intégrale généralisée sur ABN et sur BNC. Donc sur ABN, ça aura été défini dans le processus de récurrence. Il y aura juste à rajouter celle-là. Et donc, on aura ainsi l'intégrale généralisée de f sur AC. D'accord? On fait la même chose en remplaçant l'intervalle fermé AC par chacun de ces trois intervalles. Trois remarques tout à fait évidentes. Si f est défini sur cet intervalle direction de E égale R puissance P, défini par ses coordonnées FJ dans une base canonique, dans la base canonique de R puissance P, eh bien f est localement intégrable si et seulement si chaque FJ est localement intégrable. Alors l'intégrale généralisée somme de A à B de f de t dt existe et convergente si et seulement si chaque intégrale généralisée somme de A à B de fj de t dt est convergente. Et alors, somme de A à B de f de t dt a pour coordonnées les sommes de A à B de fj de t dt dans la base canonique. Démonstration, f localement intégrable sur AB équivaut à f est intégrable sur tout segment UV inclus dans AB, ce qui équivaut à dire que chaque fj est intégrable sur tout UV inclus dans AB. Ça, c'est vu dans le chapitre sur l'intégration, ce qui équivaut à dire que chaque fj est localement intégrable sur AB. D'accord? Ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce résultat est identique avec ces deux intervalles, bien sûr. Soit f et fj, les fonctions définies sur AB par f de x égale somme de ax de f de t dt. Donc ça appartient à Rn. Et fj de x égale somme de ax de fj de t dt. Ça appartient à R. Si B est la base EI, on sait que f de x est égal à somme de 1 à p de fj de x j. Grand L égale limite de f de x quand x tend vers B existe si et seulement si chaque limite de fj de x quand x tend vers B existe, je l'appelle LJ. Et on a alors L est égal à la somme de 1n de LJ EJ. Bon, mais comme cette limite-là, on la note somme de 1 à B de f de t dt, on voit donc qu'elle existe si et seulement si, et comme cette limite-là, on l'appelle somme de 1 à B de fj de t dt, donc si et seulement si, chacune existe. Et alors, celle-là a pour coordonnées toutes celles-là, c'est-à-dire que c'est égal à la somme de 1 à P, des sommes de 1 à B de fj de t dt, EJ. Et c'est terminé. Si f est défini de A à B vers C, donc on est dans le cas R2 en fait, hein, avec des coordonnées qu'on appelle U et V au lieu de les appeler F1 et F2,
U étant la partie réelle et V la partie imaginaire, hein, d'accord, deux fonctions de AB vers F, et bien de la même façon, F est localement intégrable si et seulement si UV sont localement intégrables, et l'intégrale généralisée somme de AB de F de T dt existe si et seulement si les intégrales généralisées somme de AB de U de T dt et somme de AB de V de T dt existent, et alors somme de AB de F de T dt est égale à somme de AB de U de T dt plus I somme de AB de V de T dt. Et ça, c'est vrai aussi avec ces deux intervalles. Donc la démonstration est identique, hein, on pourrait dire par isomorphisme entre R2 et C, je ne la fais pas. Remarque, si F est défini de AB vers l'espace de Banach E, et qu'elle est localement intégrable, et soit C entre les deux, entre A et B, alors dire que somme de AB de F de T dt est convergente, ça équivaut à dire que somme de CAB de F de T dt est convergente. Alors ça c'est identique aussi, hein, identique avec les intervalles AB et puis AC. AB, pardon, ouvert. Donc démonstration, quel que soit X appartenant à CB, on a somme de AX égale somme de AC plus somme de CAX. D'accord? Là, c'est des intégrales simples, elles ne sont pas généralisées. Maintenant, je passe aux limites quand X tend vers B. Et donc, je vois bien que si cette limite existe, ben, l'autre va exister. Et si celle-là existe, celle-là existe. Parce que ça, c'est juste une constante. Donc, limite de quand X tend vers B, de somme de AB de F de T dt existe. Si et seulement si limite de somme de CAX de F de T dt quand X tend vers B existe, et alors la limite quand X tend vers B de somme de AX de F de T dt est égale à somme de AAC de F de T dt plus la limite quand X tend vers B de somme de CAX de F de T dt. Donc, comme ces limites on les appelle somme de AAB et somme de CAB, eh bien on va avoir somme de AAB de F de T dt égale somme de AAC de F de T dt plus somme de AAB de F de T dt. Il faut bien comprendre que là, on a une intégrale généralisée, là, on a une intégrale généralisée, là, on a une intégrale de Riemann simple. Remarque, si f est une fonction définie sur le segment AB de R, somme de AB de F de T dt, qu'elle existe ou non, n'est pas une intégrale généralisée. Il est possible qu'elle ne soit pas continue sur AB, tout en étant intégrable, et donc localement intégrable sur tout segment de AB. Si f et g sont définis sur AB ouvert comme ça, enfin semi-ouvert, localement intégrable sur AB, et que lambda appartient à K égale R ou C, alors, et que les intégrales généralisées, ces deux-là, somme de f et g en B, soient convergentes, alors lambda f plus g est localement intégrable sur AB, l'intégrale généralisée de lambda f plus g entre A et B est convergente et elle est égale à lambda somme de AAB de F de T dt plus somme de AAB de G de T dt. Autrement dit, c'est la linéarité. Idem avec ces deux intervalles-là. Alors nous, on va démontrer juste avec celui-là. F et G sont localement intégrables, donc lambda F plus G aussi, on le sait ça. Et ça va être égal, pour tout x inférieur à B, ça va être égal à ça. Or, la limite de ça, quand x tend vers B, existe, c'est la somme de A à B. La limite de ça existe, c'est la somme de A à B aussi. Et donc, quand on fait tendre x vers plus l'infini, on en déduit que la limite de ça, quand x tend vers B, existe. Et que somme de A à B de lambda f plus g dt est égale à lambda somme de A à B plus, enfin de f, plus somme de A à B de g. Voilà. Exemple maintenant d'intégrale généralisée très importante, celle-là pour la suite, c'est somme de dx sur x puissance alpha. Alors, somme de 0 à 1 de dx sur x puissance alpha dx, pardon, il y a 15, voilà, est convergente si alpha est inférieur à 1, divergente si alpha supérieur ou égal à 1. Et somme de 1 à plus infini de dx sur x puissance alpha est convergente si alpha supérieur à 1, divergente si alpha est inférieur ou égal à 1. Démonstration, 1 sur x puissance alpha est localement intégrable
sur 0,1 puisqu'elle est continue. Et somme de x à 1 de dt sur t puissance alpha dt, pardon, là aussi, quand on prend x entre 0 et 1, bah, ça va être égal à ça, qui s'intègre comme ça. Donc, qui s'intègre comme ça à condition que alpha soit différent de 1. Sinon, c'est 1 sur t dt, ça s'intègre comme ça. Donc, si alpha est différent de 1, on trouve ça, donc ça nous fait ça. Et maintenant, quand on fait tendre x vers 0, eh bien, ça va nous faire 1 sur 1 moins alpha si alpha est inférieur à 1, parce qu'à ce moment-là, si alpha est inférieur à 1, ça tend vers 0. Et puis, par contre, si alpha est supérieur à 1, si alpha est supérieur à 1, ça va tendre vers l'infini. Avec le moins, ça va faire moins l'infini. Mais là, 1 moins alpha, il va être négatif, donc ça va faire plus l'infini. Et puis ici, bah, on obtient pour alpha égale 1, on obtient moins ln de x, ln de 1 moins ln de x. Et ça, en 0 plus, ça va tendre vers moins l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Donc on a bien la convergence uniquement dans le cas alpha inférieur à 1 et l'intégrale est égale à 1 sur 1 moins alpha. On fait la même chose maintenant entre 1 et plus l'infini, donc on prend un x supérieur à 1 et on a ça qui est égal à ça, qui est égal à... Alors c'est pareil, c'est le même résultat. Et donc si alpha est différent de 1, ça nous fait ça. D'accord? Et sinon, ça nous fait ça. Alors ici, quand x tend vers plus l'infini, bien si alpha est supérieur à 1, ça va tendre vers 0, et donc le résultat, ça va faire moins 1 sur 1 moins alpha, c'est-à-dire 1 sur alpha moins 1. Sinon, ça va tendre, si alpha est inférieur à 1, x tend vers plus l'infini, ça fera du plus l'infini sur quelque chose de positif, donc plus l'infini. Et puis ici, ln de x, ça tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc là, on voit bien que ça converge uniquement si alpha est supérieur à 1 et que l'intégrale est égale à 1 sur alpha moins 1. Propriété, si f est défini sur le segment AB dans E, toujours espace vectoriel normé complet, borné sur AB et localement intégrable sur AB ouvert, alors elle est intégrable sur AB. Et c'est pas de l'intégrale généralisée, ça. Ça, en fait, d'ailleurs, ces deux propriétés-là, je les ai vues dans le chapitre sur l'intégrale de Riemann. Démonstration, comme elle est bornée, on a ça. Et puis, je choisis pour epsilon positif, alpha compris inférieur, positif et inférieur au plus petit b-a sur epsilon. Ça, c'est epsilon. Non, c'est... non, ça doit être b-a sur 2, pardon. b-a sur 2 et epsilon sur 3m. Donc, comme alpha est plus petit que b-a sur 2, j'ai ça. Et f est intégrable sur a plus alpha, b-alpha. D'après les hypothèses, donc il existe des fonctions en escalier, phi, θ positive, telles que l'on est ça, et somme de a plus alpha à b-alpha de θ qui est inférieure à epsilon sur 3. On prolonge phi et θ sur AB en posant phi chapeau de x est égal à phi de x et θ chapeau égale θ de x sur i, c'est-à-dire sur ça. Et puis ailleurs, c'est-à-dire sur AB privé de ça, ben on pose phi chapeau de x est égal à 0 et θ chapeau de x qui est égal à m. Et donc ça va nous faire que la norme de f chapeau moins θ chapeau de x, eh bien ça va être inférieur ou égal à θ de x. Pourquoi? Parce que c'est égal à f de x moins θ de x sur ça. Donc à ce moment-là, c'est inférieur à θ de x. Et puis, si on n'est pas là-dessus, phi chapeau, ben ça je sais pas, hein. C'est f chapeau. Hein. Ben non, c'est f, hein, pardon. F moins θ chapeau. Alors si on n'est pas dessus, θ chapeau, il vaut m. Mais là, c'était phi chapeau, je me suis trompé. Voilà, phi chapeau. Alors, phi chapeau, lui, il vaut 0 à ce moment-là. Donc, ça fait norme de f de x. Et norme de f de x, c'est inférieur ou égal à m, on le sait. Et m, c'est θ chapeau de x. Donc, on a bien ça. Et donc, finalement, on a ça tout le temps sur AB.
D'accord? Et maintenant, si je prends cette intégrale, hein, je fais comme j'ai fait ici, hein, eh bien, somme de A à B de θ chapeau, je vais le prendre entre A à A plus alpha B moins alpha, B moins alpha, B. Donc ici, ça va nous faire M, donc M facteur de alpha, donc 2M alpha. Et puis ici, eh bien ici, ce que je sais, c'est que ça va être ça. C'est-à-dire inférieur à epsilon sur 3. Donc c'est inférieur ou égal à 2M alpha plus epsilon sur 3. Mais 2M alpha, il faut regarder quelque part ici, le alpha M est inférieur à epsilon sur 3. Donc ça fait 2 epsilon sur 3 plus epsilon sur 3. Donc c'est inférieur ou égal à epsilon. Donc ça veut dire que quel que soit epsilon positif, j'ai trouvé deux fonctions en escalier, phi chapeau, θ chapeau sur AB, vérifiant ça, et cette intégrale qui est inférieure à epsilon. Donc ça veut exactement dire que f est intégrable sur AB. Et là, je parle de l'intégrale de Riemann. Je ne parle pas du tout d'une intégrale généralisée. C'est une démonstration que j'ai déjà faite dans le chapitre sur les intégrales de Riemann. D'accord? Conséquence, si f de AB vers E est borné avec un nombre fini de points de discontinuité, alors elle est intégrable sur AB. En effet, il y a des discontinuités en A1, A2 jusqu'à AN. Elle va être continue, donc localement intégrable sur chacun de ces intervalles. Et comme elle est bornée, elle sera intégrable bleue sur chaque intervalle. Et donc comme elle est intégrable sur chaque intervalle, fermé, hein. Oui, alors elle est localement intégrable, d'accord, mais elle est bornée, donc elle est intégrable sur chacun de ces intervalles, mais fermé, hein, sur chaque intervalle fermé, d'accord. Et donc elle va être globalement intégrale, et on peut dire que l'intégrale d'ailleurs entre A et B, ça sera l'intégrale entre A et A1 plus la somme des intégrales entre AK et AK plus 1 plus l'intégrale entre AN et B. Remarque, si f est une fonction de AB vers E, localement intégrable, alors l'intégrale généralisée est convergente si et seulement si pour toute suite xn de cet intervalle convergent vers B, la suite f de xn égale somme de A xn de f de t dt est convergente. Alors la limite de f de xn quand n tend vers plus l'infini ne dépend pas de xn, et l'intégrale de f entre A et B est égale à cette limite. Idem avec ces deux intervalles. Démonstration, bon, ça a été vu en topologie en fait, hein. Quand on étudie les suites, les limites, grand f de x, je pose grand f de x égale à ça. Dire que la limite de cette fonction existe quand x tend vers b, ça équivaut à dire que la limite de f de xn existe, quelle que soit une suite xn qui tend vers b. Et on sait qu'alors, cette limite est indépendante de la suite xn et qu'elle est égale à celle-là. Alors on peut le redémontrer pour le fun. Donc dans ce sens, si la limite existe, ben je traduis que la limite existe, quel que soit epsilon positif, il existe un voisinage de b tel que si x appartient à v moins b, on a norme de f de x moins f qui est inférieure à epsilon. Alors si b est égal à plus l'infini, je choisis le voisinage comme ça, et sinon je le choisis comme ça. Soit xn, une suite qui tend vers b, alors il existe n tel que n supérieur ou égal à n, implique que xn appartient à v, et comme xn appartient à v, eh bien, on peut même dire xn appartient à v moins b, alors f de xn moins l va être inférieur en norme à epsilon, et donc j'ai bien f de xn qui tend vers l, et c'est gagné. D'accord? Donc toutes les suites, à chaque fois qu'on prend une suite xn tendant vers b, f de xn tend vers l, c'est-à-dire ça. Réciproquement, donc je prends deux suites qui tendent vers b, donc f de xn tend vers l, f de yn tend vers l', je construis une troisième suite zn définie par z2n égale xn, z2n plus 1 égale yn. Quel que soit v appartenant à v de b, il existe n1 tel que n supérieur ou égal à n1 implique que xn appartient à v moins b. Hein, ça, je traduis le fait là que xn tend vers b. Et il existe n2 tel que n supérieur ou égal à n2 implique que yn appartient à v moins b aussi. Donc, je prends grand N le sub des
de n1, n2, et je dis que si n est supérieur ou égal à n, bah, xn et yn appartiennent à v-b. Donc, pour n supérieur ou égal à n, z2n, z2n plus 1 vont appartenir à v-b, et donc si n est supérieur ou égal à 2n, zn appartient à v-b, donc zn tend vers b. Donc la suite f de zn, par l'hypothèse, est convergente. Mais f de z2n est égal à f de xn qui tend vers l. F de z2n plus 1 est égal à f de yn qui tend vers l'. La suite convergente, puisqu'on a démontré qu'elle était convergente, f de zn a donc deux sous-suites convergentes, hein, celle-là et celle-là, vers L et L', donc, qui sont donc des valeurs d'adhérence. Comme elle est convergente, ça veut dire qu'elles sont égales, donc elle est égale à F'. Donc, limite de f de xn ne dépend pas de la suite xn qui tend vers b. Je l'appelle grand L. Il faut démontrer maintenant que f de x a pour limite grand L quand x tend vers b. Supposons le contraire. Si b égale plus l'infini, je fabrique Vn égale comme ça, et voisinage de B, donc, et si B appartient à R, je prends Vn comme ça, voisinage de B aussi. Sauf que, oui c'est ça. Quel que soit epsilon positif, alors j'exprime qu'il n'y avait pas de limite, ça voudra dire, quand on dit qu'il y a une limite, ça veut dire que, alors c'est le contraire, hein. Quel que soit epsilon positif, il existe un voisinage tel que dès qu'on est dans le voisinage, alors on a ça inférieur à epsilon. Dire le contraire, c'est dire qu'il existe un epsilon tel que quel que soit Vn, il existe xn appartenant à ça, tel que f de xn soit supérieur, f de xn moins L en norme soit supérieur à epsilon. La suite xn converge vers b, car si V appartient à V de B, d'accord, si c'est un voisinage. Donc V va être de cette forme ou de cette forme, suivant que B est égal à plus l'infini ou R. Donc en prenant n supérieur à C, dans ce cas-là, ou en prenant grand N supérieur à 1 sur nu, dans ce cas-là, on aura Vn qui sera inclus dans V. Mais Xn, il appartient à Vn moins B, donc il va appartenir à V moins B, d'accord? Et donc ça veut dire que Xn, donc ça veut dire que Xn tend vers B. Donc ça veut dire que Xn tend vers B, hein, puisque j'ai démontré que quel que soit V appartenant à V moins B, à partir d'un certain rang, j'ai Xn qui appartient à V moins B. Donc Xn tend vers B. Donc f de Xn, par l'hypothèse qu'on a prise, va tendre vers cette fameuse limite grand L. Et ça contredit ça. Parce que ça, justement, ça dit que f de Xn ne tend pas vers L. Donc il y a une contradiction, d'où le résultat. Et donc ça veut dire que, on a mal supposé, f de x a bien pour limite grand L. Voilà. Je termine par de plus simple, f de AB faire R+, localement intégrable sur AB. Alors l'intégrale est convergente si et seulement si grand f de x égale somme de ax de f de t dt est majoré. Ben, c'est évident, parce que comme f est positif, ça c'est une fonction croissante, et donc dire qu'elle est convergente, ça équivaut à dire qu'elle est, puisqu'elle est croissante, ça équivaut à dire qu'elle est majorée. D'accord? Donc, c'est exactement ça. Et maintenant, si je prends A, B comme ça, d'accord, avec les mêmes hypothèses, alors elle est convergente si et seulement si grand f de x égale somme de x AB de f de t dt est minorée. Bon, même démonstration, mais cette fois-ci en disant que grand F est, en constatant que grand F est décroissant. Soit fg de fonctions définies sur l'intervalle AB à valeur dans R+, donc des fonctions positives, localement intégrales, et telles que f est inférieur ou égal à g. Alors, si l'intégrale somme de a à b de g de t dt est convergente, alors l'intégrale somme de a à b de f de t dt va être convergente. Donc, évidemment, si a et b, si somme de a à b de f de t dt est divergente, alors somme de a à b de g de t dt est divergente. Démonstration, eh bien, si somme de a à b de g dt est convergente,
alors, puisque c'est une fonction positive, cette fonction qui à x fait correspondre somme de a à x de g de t dt est majorée. Donc majorée par m, quel que soit x appartenant à b. Mais comme f est inférieur ou égal à g, somme de a à x de f est inférieure ou égale à somme de a à g à x de g. Donc va être inférieure ou égale à m, quel que soit x. Donc ça veut dire qu'elle est majorée, donc elle va être convergente. Remarque, si on a la même chose mais avec cet intervalle-là, alors on va dire que si celle-là est convergente, ben celle-là est convergente. Donc si celle-là est divergente, celle-là est divergente. C'est la même démonstration, je ne la fais pas. Démonstration, propriété fg allant de l'intervalle AB vers R+, localement intégrable. Si f de x est négligeable devant g de x au voisinage de b, et si l'intégrale somme de a à b de g de t dt est convergente, alors l'intégrale somme de a à b de f de t dt est convergente. Si f et g sont équivalentes au voisinage de b, et si somme de a à b de g de t dt est convergente, alors celle-là est convergente aussi. On a la même chose au voisinage de a avec cet intervalle. Bon, moi je le fais la démonstration pour celui-là. Donc dans le premier cas, quand f est négligeable devant g, quel que soit epsilon positif, il existe un voisinage de b tel que valeur absolue de f de x soit inférieure ou égale à epsilon valeur absolue de g de x sur v moins b. Donc puisqu'elles sont positives, f de x inférieure ou égale à epsilon g de x sur v moins b. Donc il existe u tel que... Oui, parce qu'il existe un intervalle ub qui va être dans cet intervalle v. Donc il existe u compris entre a et b tel que si x est inférieur ou égal à u, eh bien f de x va être inférieur ou égal à epsilon g de x. Et comme cette intégrale est convergente, quand on la multiplie par epsilon, elle est convergente entre u et b. Pourquoi est-elle convergente entre u et b? Parce qu'on a supposé qu'elle était convergente entre a et x, entre a et b. D'accord? Donc, puisqu'elle est convergente entre u et b, eh bien celle-là va l'être aussi, et donc celle-là va l'être aussi, puisque f est inférieur ou égal à epsilon g sur l'intervalle ub. Donc, ça veut dire que, puisque celle-là est convergente, celle-là va être convergente. Quel que soit epsilon positif, alors ça c'est la deuxième, puisqu'elles sont équivalentes, il existe un voisinage de b tel que l'on est ça sur ce voisinage, qui implique que f de x est inférieur ou égal à g de x plus 1 plus epsilon, facteur de 1 plus epsilon sur v moins b, parce qu'elles sont positives toutes les deux. Mais celle-là est convergente, donc ça veut dire que c'est pareil que l'autre, c'est-à-dire qu'il y a un u supérieur entre a et b, tel que pour x supérieur à u, on est ça, et donc je vais avoir somme de u à b qui va être convergente, et donc somme de u à b de f qui va être convergente, et donc somme de a à b de f qui va être convergente aussi. Critère de Cauchy, soit f une fonction de cet intervalle vers un espace de Banach, encore espace vectoriel normé complet, localement intégrable. Alors, si elle est l'intégrale somme de a à b de f de t dt est convergente, si et seulement si, quel que soit epsilon positif, il existe a tel que, alors a compris entre a et b évidemment, tel que si u et v sont entre a et b, alors on a norme de somme de u à v de f de t dt qui est inférieure à epsilon. Bon, je ne dis pas u inférieur à v parce que grâce à la norme, peu importe en fait que u soit inférieur ou supérieur à v. Donc, quel que soit... alors, la démonstration, on prend dans ce sens-là. On suppose qu'elle est convergente, d'accord? Elle converge vers i. Quel que soit epsilon positif, il existe un voisinage de b, tel que si x appartient à v moins b, on a ça. Donc, il existe a, suffisamment grand pour que l'intervalle AB soit inclus dans V, et donc on aura x supérieur ou égal à A qui impliquera ça, que f de x moins i sera inférieur à epsilon sur 2, soit u et v compris entre a et b. J'ai donc f de u moins i qui est inférieur à epsilon sur 2 en norme, et f de v moins i aussi. Et donc, si je prends f de u moins f de v,
que je l'écris f de u moins i plus moins f de v, enfin plus plus i moins f de v, eh bien, inégalité triangulaire, ça va être inférieur ou égal à ça plus ça, donc ça va être inférieur à epsilon, et donc j'ai bien le résultat. Réciproquement, eh bien, pour démontrer que mon intégrale est convergente, je vais prendre une suite qui tend vers b, et je vais montrer que grand F de xn est convergente. D'accord? Et donc, il suffira de démontrer que celle-là est convergente. Et pour démontrer que grand F de xn est convergent, je vais démontrer qu'elle est de Cauchy. Parce que, heureusement, j'ai pris un espace de Banach. Donc, epsilon positif. Il existe A tel que pour UV en compris entre A et B, on est ça. D'accord? Xn tend vers B, donc il existe un rang à partir duquel les XP vont être compris entre A et B. Et donc, je vais leur appliquer ça. Et donc, pour PQ supérieur ou égal à L, et XP, XQ donc, va être entre A et B. Et donc, je vais avoir ça. Mais ça veut dire que F de XP moins F de XQ en norme est inférieur à epsilon. Et donc, ça veut dire que F de Xn est de Cauchy dans un espace qui est complet. Donc, ça veut dire que F de Xn est convergente, quelle que soit la suite Xn convergent vers B. Et donc, ça veut dire que cette intégrale-là est... F, une fonction de AB vers l'espace de Banach E, localement intégrable. Alors, somme de A à B de F de T dt est convergente si et seulement si la fonction psi, qui est comme ça, a une limite quand x, y tend vers AB. Alors, psi, elle est définie sur l'ensemble des couples x, y appartenant à R2, vérifiant A inférieur à x, inférieur à y, inférieur à B. Alors, donc psi va de cet ensemble-là vers R. Donc en fait, cette intégrale, elle est convergente si et seulement si cette fonction, quand on fait tendre le couple xy vers le couple AB, cette fonction donc a une limite. Démonstration, alors, dans l'autre sens d'abord, on va supposer que cette fonction a une limite que j'appelle grand L, un nombre réel. Quel que soit epsilon positif, il existe un voisinage de A, un voisinage de B, tel que dès que xy appartient à AB croix W, on a ça. Oui, parce qu'un voisinage de AB, on peut toujours trouver un voisinage de A croix un voisinage de B à l'intérieur. Alors, dans ce voisinage V, on peut trouver toujours x tel que l'on est A inférieur à x, tel qu'on est en fait l'intervalle AX qui est dans le voisinage de A et l'intervalle YB qui est dans le voisinage de B. Donc, si x est entre A et x, et si y est entre A et B, ils vont être là-dedans et donc ils vont vérifier ça. On fixe x. Alors le x, il est fixé ici. Donc il appartient au voisinage de A. Soit y, alors soit u et v, comme ça. Je m'intéresse à psi de uv, que je peux écrire, plus exactement à sa norme, que je peux écrire en norme de, et ça je l'écris à l'aide de la relation de Schall, somme de x à v moins somme de x à u. Donc ça devient psi de xv moins psi de xu, que je peux écrire norme de psi de xv moins l plus l moins psi de xu. Et donc ça va être inférieur ou égal à une égalité triangulaire à la somme des deux normes. Sauf que la première est inférieure à epsilon sur 2, parce que le x, il est dans v, et puis que le petit v, il est dans w, hein, puisqu'il vérifie ça. Et puis la deuxième, ben, c'est pareil, parce que le x, il est toujours dans v, et puis le u aussi, il est dans w. Donc, ils sont tous les deux inférieurs à epsilon sur 2, donc ça fait inférieur à epsilon. C'est-à-dire que, quel que soit epsilon positif, j'ai trouvé y tel que si u et v sont entre y et b, alors j'ai ça. Donc ça me dit que je peux appliquer le critère de Cauchy que j'avais vu avant. Hein, et qui me dit donc que... Alors là d'ailleurs, il n'y avait pas besoin d'avoir u inférieur à v. Hein.
il suffisait de dire que U, il y avait U et V qui étaient entre Y et B. Et le critère de Cauchy, dans E complet, me dit que somme de C à B de f de t dt est convergente. Bon. De même, si je fixe le Y ici, et que je prends U et V entre A et X, ben je vais faire la même chose. D'accord? Et là aussi, je vais minorer par deux normes, et chacune va être inférieure à epsilon sur 2, donc ça fera inférieur à epsilon. Le critère de Cauchy, là encore, dans le complet, me dit que somme de AC de f de t dt est convergente. Et donc, comme les deux sont convergentes, et bien, somme de A et B de f est convergente. Alors maintenant, dans ce sens-là, si je suppose que l'intégrale est convergente, ça veut dire, en prenant un C entre les deux, que somme de A à C et somme de C à B sont convergentes. Alors, psi de xy, c'est somme de x à y, je vais l'écrire, somme de x à c plus somme de c à y. Et je vais prendre x entre A et c, y entre c et b. Alors, la limite quand x tend vers A de somme de x à c de f de t dt est égale à somme de A à c de f que j'appelle I1. Et la limite quand y tend vers b de somme de c à y de f de t dt, c'est égal à la somme de c à b de f, et je l'appelle I2. Quel que soit epsilon positif, il existe donc U et V tel que comme ça, et surtout tel que si X est entre A et U, eh bien j'ai ça, hein, et puis si Y est entre V et B, j'ai ça. Ça, c'est la traduction de ces deux limites. D'accord? Alors maintenant, si je prends psi de XY moins I1 plus I2, ben, ça va me donner somme de X à Y de f de t dt moins I1 moins I2. Et ça, le somme de x à y, je l'écris somme de x à c plus somme de c à y, donc ça me fait ça. Et j'applique l'inégalité triangulaire, ça fait ça. Mais je viens de voir que ça peut être rendu inférieur à epsilon sur 2 plus epsilon sur 2, donc à epsilon. Donc ça veut dire que quel que soit epsilon positif, j'ai pu trouver un intervalle BU, un intervalle VB, voisinage donc de A et de B, et dès que XY appartient à ça, j'ai ça. Et donc ça me dit exactement que la limite de phi de XY quand Y tend vers AB est égale à I1 plus I2. Alors I1 plus I2, c'est quoi? C'est somme de AC de F plus somme de CAB de F, donc ça fait somme de AAB de F de T dt. Donc j'ai somme de AAB de F de T dt qui est égale à la limite de phi de XY quand XY tend vers AB, et donc c'est gagné. Enfin, une dernière remarque, comparaison série et intégrale, si f est une fonction positive décroissante définie sur l'intervalle n plus l'infini, localement intégrable sur cet intervalle, hein, n est un entier naturel, alors somme somme de f de k entre n et plus l'infini, et somme, là l'intégrale de f entre n et plus l'infini sont de même nature. Ça veut dire que s'il y en a une qui est convergente, l'autre est convergent. Convergent implique convergent, convergent implique convergent. Alors ça, c'est une démonstration qui a été faite dans le chapitre sur les séries. Je ne vais pas la refaire en détail. Ça s'appuie sur le dessin suivant, une fonction décroissante, positive. Et puis, je vois bien que cette intégrale, elle est comprise entre f de k plus 1 et f de k. Et après, quand je somme les k de n à n plus p, eh bien, je vais avoir assez facilement ça. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Je vais dire que si l'intégrale est convergente, ça veut dire que ça va être, et comme la fonction est croissante, hein, et donc l'intégrale est croissante, ça va être rendu inférieur ou égal à la somme de n à plus l'infini de f de t dt. Et donc ça va être majoré, ça c'est une suite qui est croissante aussi, hein, parce que les f sont positifs. Donc c'est une suite croissante qui est majorée, donc convergente. Et inversement, alors c'est la convergente, donc si je commence à n, c'est pareil, c'est convergent. Et inversement, si celle-là est convergente, d'accord, et bien quand n tend vers plus l'infini, ça veut dire que somme de n à plus l'infini des f de k hein, est convergente, et donc ça va toujours être rendu inférieur à somme de n à plus l'infini. Donc ça veut dire que c'est encore une suite, et là elle est croissante, hein, puisque f est positif, elle est croissante et puis elle va être majorée, donc elle va être convergente aussi. D'où je vois que ça, la convergence de ça implique la convergence de ça, la convergence de ça implique la convergence de ça,
Encore une fois, bon, j'ai écrit la démonstration en détail dans le chapitre sur les séries numériques. Exemple d'une fonction continue positive non bornée sur A plus l'infini avec somme de A à B de f de t dt convergente. On va prendre l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction f de t, f définie sur cet intervalle par, eh bien, elle vaut 0 en n moins 1 sur n au cube, en n plus 1 sur n au cube, et en n, elle vaut n. Et elle est affine sur chacun des deux intervalles. Autrement dit, ça va être une succession de trucs comme ça. D'accord? Voilà. Et puis elle vaut 0 partout ailleurs, donc voilà son graphique. On a l'assurance que les triangles ne se recoupent pas, parce que si on prend un triangle centré en n et un centré en n plus 1, eh bien, on est sûr que n plus 1 sur n au cube est inférieur à n plus 1 moins 1 sur n plus 1 au cube. En effet, si je simplifie par n, ça revient à dire que 1 sur n au cube plus 1 sur n plus 1 au cube doit être inférieur à 1. Or, ce truc-là, c'est inférieur à 1 sur n au cube plus 1 sur n au cube, c'est-à-dire 2 sur n au cube. Et 2 sur n au cube est bien inférieur à 1 parce que n est supérieur ou égal à 2. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, évidemment, elle est continue. Donc, elle va être localement intégrable avec positive. Donc, on a bien ça, continue, positive. Bon, elle ne va pas être bornée, bien sûr, puisque on voit bien qu'elle prend des valeurs, en n, elle prend la valeur n qui tend vers plus l'infini. Donc ça sera une fonction positive continue non bornée. D'accord? Et qui ne tend pas vers 0 quand x tend vers plus l'infini, puisque les n ne tendent pas vers 0. Voilà. D'accord? Non bornée avec ça, et puis donc j'ai dit limite, enfin on s'en fiche. Alors, f de x. Quand f de x, ça va être somme de a à x de f de t dt. C'est croissant puisque f est positive. Quel que soit x supérieur à, j'ai pris 3, bon, on peut être 5 ou n'importe. Hein. Il existe un n tel que x est inférieur ou égal à n plus 1 sur n au cube. Et donc somme de a à x de f de t dt va être inférieur à ça qui est égal à ça. Qui est donc inférieur ou égal à s. Parce que ça c'est une série positive croissante convergente vers s. Donc, ça veut dire que ça, c'est croissant majoré et toujours inférieur majoré par S. Donc, c'est convergent. Et donc, sa somme est inférieure ou égale à S. Mais, ça, quand n tend vers plus l'infini, comme ça tend vers plus l'infini, ça tend vers somme de 1 à plus l'infini de f de t dt. D'accord? Et en même temps, on sait que ça, c'est égal à ça, qui tend vers S. Donc, somme de 1 à plus l'infini de f de t dt est égal à S. Alors remarquons que, et ça fait l'objet d'une leçon, hein, somme de 1 plus l'infini de 1 sur k au carré, c'est pi 2 sur 6. Donc là, moi je commence k2 par 1, ça veut dire que s va être égal à pi 2 sur 6 moins le premier qui est 1 sur 2 au carré, c'est-à-dire... non, moi je commence k2. Effectivement, donc... mon S, il faut que j'enlève 1. Voilà. C'est pi 2 sur 6 moins 1. Voilà. Et donc, je l'ai dit, elle est positive, continue, non bornée, et quel que soit n, d'accord, et ne tend pas vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Pourtant, l'intégrale est convergente. Voilà. Théorème. F de A plus l'infini vers R, localement intégrable, et uniformément continu. Si l'intégrale somme de A plus l'infini de f de t dt est convergente, intégrale généralisée, alors limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0. Démonstration, on utilise d'abord la continuité uniforme, quel que soit epsilon positif, il existe nu positif, tel que valeur absolue de x moins y inférieur ou égal à nu implique que valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure ou égale à epsilon sur 2, en prenant évidemment xy supérieur ou égal à 1. La continuité uniforme implique la continuité, donc f est localement intégrable sur AB.
somme de A plus l'infini de f et dt dt est convergente par hypothèse, donc il existe A supérieur ou égal à A, tel que chaque fois que U et V sont plus grands que A, valeur absolue de somme de U à V de f de t dt est inférieure ou égale à quelque chose. Alors là, moi je vais prendre epsilon nu sur 2, on va voir pourquoi. Soit x supérieur à A, f de x, je peux toujours l'écrire f de x moins f de t plus f de t, en prenant t compris entre x et x plus nu. Ce qui me donne que valeur absolue de somme de x à x plus nu de f de x dx va être inférieure ou égale à valeur absolue de somme de f de x moins f de t dt, d'accord, plus valeur absolue de somme de f de t dt. Parce que somme de a de x à x plus nu de f de x dt est égale à somme de f de x moins f de t moins f de t dt de x à x plus nu plus somme, c'est la linéarité de l'intégrale, de x à x plus nu de f de t dt. Voilà, donc là, avec l'inégalité triangulaire, ça nous donne ça. Alors ça ne dépend pas de t. Donc en fait, c'est f de x facteur de x plus nu moins nu, c'est-à-dire nu f de x. Ça, eh bien, comme on a ça, et que ici, chaque fois, la différence entre f de x et puis, enfin, entre x et t est inférieure ou égale à nu, je vais pouvoir donc dire que f de x moins f de t en valeur absolue est inférieur ou égal à epsilon sur 2. Donc ça, j'ai ça c'est inférieur à epsilon sur 2 fois nu, et donc ça fait ça. Et puis celle-là, eh bien, c'est pareil, hein, c'est-à-dire que j'ai ça qui... Ah oui, bah, là c'est direct même, parce que x, la différence entre... Enfin, x et x plus nu sont plus grands que a. Donc, tout simplement, cette somme est inférieure ou égale à ça. Bon. Alors maintenant, bah, ça me donne quoi quand je remplace ici? Ça fait que nu, valeur absolue de nu f de x, c'est-à-dire nu valeur absolue de f de x, est inférieure ou égale à epsilon nu sur 2 plus epsilon nu sur 2 qui fait epsilon nu. Et donc en divisant par nu, ça fait que f de x est inférieur ou égal à epsilon, quel que soit x supérieur à a. Et donc limite de f de x en plus l'infini est égale à 0. Voilà, et tout est démontré. Dans l'exemple vu précédemment, vous savez, celui où il y avait comme ça, hein, la fonction f n'était pas uniformément continue, et donc la limite de f de x en plus l'infini n'était pas égale à 0. Alors, on pouvait démontrer, hein, puisque la limite n'était pas égale à 0, la fonction n'était pas uniformément continue. Mais on pouvait le démontrer directement. Si on prend nu positif, et qu'on choisit 1 sur n au cube inférieur ou égal à nu, c'est-à-dire n au cube supérieur ou égal à 1 sur nu, eh bien on va avoir n moins 1, les dessins étaient comme ça, hein, n moins 1 sur n au cube, n plus 1 sur n au cube. Eh bien la différence entre ces deux-là est inférieure ou égale à nu, hein, puisqu'elle est égale en fait à 1 sur n au cube. Hein. Et la différence entre leurs images, f de n moins f de n, c'était n moins 0. Donc ça fait n aussi grand qu'on veut. Donc on ne pourra pas rendre plus petit que epsilon. Donc elle n'est pas uniformément continue. La convergence absolue, f est localement intégrable sur AB, direction de l'espace de Banach E. On dit que l'intégrale généralisée somme de A à B de f de t dt est absolument convergente si l'intégrale de norme de f de t dt est convergente. Alors, cette intégrale est convergente et sa norme est inférieure ou égale à la somme, à l'intégrale généralisée, hein, sont généralisées de norme de f de t dt. C'est pareil avec ces deux intervalles. Donc je le fais qu'avec cet intervalle. F localement intégrable sur tout UV inclus dans AB, hein, puisqu'elle est localement intégrable. Donc elle est intégrable sur tout segment comme ça. Donc on sait, j'applique sur l'intégrale de Riemann, que la norme de f aussi est intégrable sur tout UV inclus dans AB. Donc norme de f est localement intégrable. Alors on applique Cauchy avec cette fonction
avec celle-là, qui est, puisqu'on sait qu'elle est convergente, donc il existe A tel que, bon, quand A est entre petit a et petit b, tel que si UV supérieur est entre A et B, eh bien on a ça. D'accord? On a ça. Donc si je considère cette norme de somme de UAV de f de t dt, qui est inférieure ou égale à la somme de UAV de norme de f de t dt, ça va être aussi inférieur à epsilon. Et donc, du coup, j'applique Cauchy et j'en déduis que cette fonction-là est convergente. Enfin, cette intégrale-là est convergente. Et après, bah, je dis que quel que soit x entre a et b, norme de somme de ax de f de t dt est inférieure ou égale, je fais rentrer la norme dedans, ça c'est l'intégrale de Riemann, hein, à somme de ax de norme de f de t dt, et puis j'en déduis, je passe aux limites quand x tend vers plus l'infini, d'accord? Et j'en déduis, bon, la limite de ça, ben, ça fait ça. Hein. Donc norme de, parce que je sais que ça, je sais qu'elle est convergente, ça, donc j'ai le droit d'écrire. Hein. Donc norme de ça est inférieure ou égale, et là, celle-là, je sais aussi par hypothèse qu'elle était convergente, à somme de A et B. Voilà. Conséquence, si f est une fonction définie sur l'intervalle AB dans un espace de Banach E, et G de AB vers R+, toutes les deux localement intégrables sur AB, et vérifiant norme de f inférieure ou égale à g. Alors, si celle-là, somme de g, est convergente, alors somme de f de t est absolument convergente. Donc, démonstration, bah, je sais qu'on a ça, bien sûr, hein, par hypothèse, hein, et on sait que celle-là est positive, plus petite que celle-là, et celle-là est convergente, donc celle-là va être convergente, la plus petite va être convergente aussi. Et ça, c'est exactement dire que l'intégrale généralisée est absolument, de f, est absolument convergente. Et donc, c'est exactement ce que je voulais démontrer. Alors, c'est pareil avec les intervalles de cette forme.